Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 26, TDI, survivre aux violences dans l'enfance. Voici venu le moment du dénouement de cette série en 6 volets sur le trouble dissociatif de l'identité et le parcours de survie de Maïlé Onfray au sein d'une communauté sectaire. Je tiens à saluer à nouveau mon invité pour la qualité de son partage et sa grande générosité. Merci Maïlé. Un grand bravo également à Pacôme et Mathieu Fraticelli, respectivement assistant monteur et mixeur, qui, comme moi, ont travaillé des heures et des heures sur chaque volet pour vous livrer le meilleur des 9 heures de paroles recueillies au départ. Un travail de fourmi indispensable pour un résultat humble et superbe comme il se doit. Je vous glisse au passage que le sujet de la prochaine série Shocking vous sera dévoilé dans le générique de fin de cette émission. Je suis vraiment sympa sur ce coup-là. Mais reprenons le fil de ma conversation avec Maïlé. Aujourd'hui, nous entrons dans le détail du processus thérapeutique et des étapes qui permettent progressivement à l'esprit et au corps de se libérer d'un passé traumatique. C'est alors que le beau détrône la laideur et qu'il nous laisse béats devant le spectacle de la vie qui reprend ses droits. Attention, les propos qui suivent sont choquants. Chapitre 6. Libérer l'esprit et le corps. Avec vos thérapeutes, en dehors d'avoir déjà la première chose qui était de pouvoir vous exprimer librement, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir redécouvrir votre vécu en le racontant à quelqu'un qui est à l'écoute et dans une écoute active, constructive, qui vous apporte des informations, qui vous soutient. Quelles sont les étapes thérapeutiques? Parce que c'est ça, la psychologie aussi. C'est des étapes thérapeutiques qui sont relativement identifiées quand on est face à un trouble qui justement est diagnostiqué. Alors, je suis passée par plusieurs phases. Donc, au départ, c'était plus mes comorbidités dont on a parlé à un autre moment, qui étaient sur le devant de la scène. Donc, mais c'est aussi une chose qui est importante par rapport au suivi psychanalytique que j'ai pu avoir avant, c'est que elles ont su creuser derrière ces comorbidités, en fait. Elles n'ont pas dit tout de suite que j'étais quelqu'un de dépressif et il fallait absolument me donner un antidépresseur et que c'était juste ça qu'il fallait traiter, quoi. Elles m'ont demandé, d'où vient ma tristesse ? Qu'est-ce qui me rend triste ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait que je suis si malheureuse ? Qu'est-ce qui fait que j'ai tant de désespoir ou alors que j'ai cette vision très catastrophique du monde ? En fait, c'est elles qui m'ont appris petit à petit à me poser des questions sur pourquoi je pense ce que je pense, à m'apprendre en fait à avoir ce cheminement-là interne, à avoir cette curiosité d'observer mon fonctionnement et de me dire tiens, à ce moment-là, en fait, il s'est passé quelque chose. Il y a un truc bizarre qui m'est arrivé, une chose que je n'arrive pas très bien à comprendre, mais c'est dû à quoi, en fait ? C'est quoi le déclencheur ? Quel est le déclencheur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que j'ai réagi ? Mais pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette façon ? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à identifier dans mes relations au quotidien, que ça pouvait être au travail ou bien avec des amis, que des choses comme par exemple un homme qui se lève d'un coup et puis qui se met à parler fort, tout de suite après, moi j'étais en mode lapin pris sous les phares d'une voiture, qui bouge plus, qui se recroqueville, et puis une toute petite fille qui a une toute petite voix de souris et qui arrive plus à s'imposer ni à parler et à être dans une terreur pas possible. J'ai commencé à identifier des petits moments et petit à petit aussi, il y a eu plein de déblocages qui se sont faits, mais en parallèle, il y a eu à la fois la thérapie qui était bienveillante, avec des personnes à l'écoute et puis accueillantes, etc., qui ne remettaient pas en cause ce que je disais, qui ne me donnaient pas de conseils pourris. Et en même temps, j'ai des moments de ma vie, en fait, des choses qui se sont débloquées. Donc, il y a eu malheureusement un gros moment important. Ça a été le suicide de mon frère, qui a été un premier gros électrochoc qui a commencé à faire que des parties dissociatives commencent à émerger et puis à venir raconter ce qu'on avait vécu, en fait, avec des souvenirs traumatiques qui revenaient de manière très, très présente. Donc, à émerger à votre conscience. Oui, ouais. Et puis, il y a eu également le décès de mon père, quelques temps plus tard.
qui, là, ont complètement déverrouillé quelque chose à l'intérieur. Et ça a été vraiment un raz-de-marée où j'avais énormément, dès que j'étais seule dans mon appartement, des vagues comme ça de souvenirs qui revenaient, où j'étais dans mon lit et je sentais quelqu'un, un corps qui me grimpait dessus alors qu'il n'y avait personne. J'avais vraiment cette sensation, ce poids, cet écrasement sur moi, quoi. C'était quelque chose de... De physique. De physique, c'était comme s'il y avait vraiment quelqu'un, quoi. Oui, c'est ça. Dans les souvenirs traumatiques, on peut avoir des sensations auditives, sensorielles. Donc, on peut sentir dans notre corps, se souvenir des phrases ou alors des sons, des bruits qu'on a pu entendre au moment où le traumatisme a lieu. On peut avoir les odeurs aussi qui sont liées à cet endroit. Donc, par exemple, quand on est violé, il peut y avoir le parfum du violeur ou alors l'odeur du sperme ou ce genre de choses. Il peut y avoir des sensations de goût aussi. Quand on a un viol buccal et que la personne éjacule dans notre bouche, on a ce goût ou le goût du sang si on se blesse, ce genre de choses. Et puis, on peut avoir aussi des sensations très, très physiques. Moi, j'ai des parties dissociatives, certaines, quand elles viennent, des parties petites notamment, où j'avais eu des fissures anales et vaginales. Donc, j'ai eu des blessures. Le corps d'un enfant, il n'est pas fait pour faire l'amour avec... Le corps d'un enfant n'est pas fait pour être violé par un adulte. Il n'est pas adapté et forcément, il y a des blessures. Aucun corps n'est adapté pour être violé. Oui. Et quand ces parties dissociatives viennent, je vois, en fait, c'est comme si un souvenir se superpose à ma vision actuelle de mon propre corps et où je vois mon sexe qui saigne. Et je vois du sang, en fait. Après, quand la partie s'en va, je retrouve la vision de mon présent, mais c'est quelque chose de vraiment très, très, très fort. Et donc, il y a à la fois l'aspect physiologique, des sensations physiques et des 5 sens, mais il y a aussi l'aspect émotionnel de ce qui se passait pendant ces traumatismes qui peuvent remonter. Oui, il y a énormément d'émotions. Ça peut être la terreur. Si, par exemple, le violeur nous force à lui faire une fellation et qu'on a la sensation d'étouffer, on est dans une panique pas possible, l'air nous manque et on peut revivre des moments comme ça alors qu'on n'a rien dans la bouche, il n'y a rien autour de notre bouche, mais on peut avoir un moment où on revit cet étouffement et cette sensation de partir vers la mort et qui n'est pas du tout adaptée à notre quotidien. Donc on peut avoir des émotions de colère très très fortes, de désespoir très très fort. On peut avoir des émotions aussi donc de peur, de terreur, d'angoisse. Moi j'ai un trouble anxieux généralisé, donc j'ai à de très nombreux moments des émotions très très fortes avec des crises d'angoisse. À un moment donné, j'ai fait une crise d'angoisse au travail et je me suis carrément bloqué le dos à devoir aller chez le médecin pour pouvoir être débloquée, tellement la crise d'angoisse avait été forte que je m'étais complètement bloquée, quoi. Ouais. Ça doit être terrifiant quand tout ça revient à la conscience, parce que d'après ce que vous avez décrit jusqu'ici, ce sont des parties réellement dissociées qui gardent la mémoire des différentes expériences. Et là, il est arrivé un moment où vous avez pris conscience de ces différentes parties qui, à un moment donné, viennent s'exprimer. Ça doit être complètement submergent, en plus d'occasionner énormément de souffrance, mais de se dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est-à-dire, combien d'autres souvenirs vont remonter à ma conscience ? Ouais, ça c'est atroce. Déjà, sur le moment où on est envahi, il y a comme une perte de notion de temps, comme si on revivait le moment à l'identique de quand ça s'est passé. Donc, on n'a plus d'auto la capacité de se rendre compte, de se dire que, bon, t'inquiète pas, ça va se finir à un moment donné, ça va s'arrêter et tu vas retrouver ta vie normale et tu vas te retrouver en sécurité à nouveau. Au départ, ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire et c'est au fur et à mesure de la thérapie. Maintenant, je commence à avoir beaucoup plus la capacité de faire appel à plusieurs parties dissociatives qui vont rassurer intérieurement et qui vont prendre en charge cette partie émotionnelle qui est là et qui veut partager quelque chose. Je vais pouvoir avoir une vision beaucoup moins morcelée et une écoute intérieure. Donc, au moment où j'ai eu le diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, j'ai eu toute une phase où j'ai cherché à nier. C'était pas possible. Je pouvais pas avoir vécu des choses comme ça, je pouvais pas avoir un trouble dissociatif de l'identité, c'est juste n'importe quoi tout ça. Ma vie, elle a été parfaite, toute mon enfance était parfaite, j'ai été aimée, le gourou, il m'aimait, c'était comme un père pour moi, il peut pas avoir fait ça, le moine, c'est pareil, mon père aussi, donc non, c'est pas possible, ça existe pas. Et alors là, j'ai mes parties dissociatives contrôle qui ont trouvé une super bonne technique, c'est que elles n'ont pas tellement laissé le choix, en fait, à toutes les parties apparemment normales. Elles leur ont dit...
Je schématise, hein. Mais en gros, c'est comme si elle leur disait, bon, ah ouais, mes cocottes, vous voulez pas accepter, vous voulez pas aider et croire qu'on a vécu des traumatismes, ben, allez-y les filles, enfin, allez-y les parties émotionnelles, donnez-vous-en à cœur joie. Donc du coup, j'ai eu pendant des mois et des mois, à chaque fois, c'était des moments sans mes filles et pas au travail, donc quand j'étais chez moi tranquille. Mais alors, c'était la fête à la partie émotionnelle. Elle bombardait d'informations et elle forçait les parties apparemment normales à ressentir tout ce qu'elles, elles avaient vécu, en fait. Il y avait un espèce de partage forcé qui se faisait, mais qui était juste atroce. Ouais. Mais je ressortais de là, mais j'étais épuisée. Enfin, ça a fini par faire son chemin pour mes parties apparemment normales, où elles se sont dit, ben non, mais je peux pas nier que j'ai vécu ça. Enfin, tout ce que j'ai ressenti là, ça peut pas être juste mon imagination. Donc, ah ouais, peut-être que quand même, finalement, le gourou, il était peut-être pas génial. J'ai peut-être pas eu une enfance si super que ça. Donc, il y a eu tout un travail à faire où il y avait comme une lutte entre mes parties émotionnelles et mes parties apparemment normales pour qu'il y ait un espèce d'accordage et une acceptation que chacune existait et que chacune avait son rôle et sa place dans mon système, en fait, et était chacune une aide à sa façon. Et ce que vous décrivez, c'est poussé à son paroxysme dans le cas d'un TDI, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, pour des personnes qui ne seraient pas atteintes de ce trouble, il y a aussi cette question de est-ce que je vais nier certaines choses que je ne veux pas voir et jusqu'à quand est-ce que c'est possible? Et il y a effectivement des moments où, pour arrêter de souffrir, il faut juste prendre en compte le réel, il faut prendre en compte les émotions qu'on a pu ressentir, des événements qui peuvent être pénibles, traumatiques, aller les voir en fait. Alors évidemment, dans votre cas, ce qui a permis ça, c'est aussi que vous étiez accompagné et que ça fait partie des techniques thérapeutiques, justement, ce dialogue intérieur, prendre acte, mais aussi faire entendre les voix en soi qui ont vécu des choses pour que, au bout d'un moment, les choses s'apaisent. Tout à fait. Il y a vraiment tout un travail d'acceptation que chacune a sa place. Et ce que mes psys m'ont dit et que maintenant j'ai internalisé, soyez douce avec vous-même, prenez soin de vous. Et à force qu'elle me le répète et tout ça, ben maintenant c'est quelque chose que j'accepte beaucoup plus de faire moi-même à l'intérieur et d'être dans la bienveillance par rapport à certaines parties. Par exemple, je peux avoir des moments où des parties émotionnelles peuvent avoir encore des croyances religieuses très ancrées ou très irréelles, enfin, entre guillemets. Et maintenant, je vais être moins dans la critique ou moins dans la colère par rapport à ces ressentis-là qu'elles peuvent avoir et à être plus dans l'acceptation et de me dire, oui, mais bon, elles étaient toutes petites. Et puis, j'essaye que mes parties apparemment normales, elles prennent un peu de recul. Est-ce que mes filles, je réagirais de la même façon si elles me disaient qu'elles croient à ça? Est-ce que j'aurais la même colère? Enfin, voilà, il y a tout un travail comme ça d'acceptation. Et puis, ce qui est important dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est de bien comprendre que chaque partie dissociative a une bonne raison d'être là et d'agir comme elle le fait. Et la clé, c'est de comprendre pourquoi. Et oui. Je crois que c'est en fait le cas de tout le monde. Tout le monde a une bonne raison de croire à ce qu'il croit ou de faire ce qu'il fait, selon la personne elle-même. Ouais. Et finalement, je pense que ce que vous dites, c'est valable pour soi-même, d'être à l'écoute de pourquoi on fait ce qu'on fait, et pourquoi on est triste ou pourquoi on souffre de telle ou telle situation et de le prendre en compte. Mais c'est aussi, je trouve, valable pour les autres, vis-à-vis des autres. Comprendre que cette personne développe une manière d'être, une manière de faire, qui ne nous convient pas certes, mais qui a sa logique pour elle. Tout à fait. N'empêche que tout ça, évidemment, ça n'a rien de simple. Et en ce qui vous concerne, avec toutes ces remontées émotionnelles, ces remontées d'informations sur votre vécu, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit « mais j'aurais jamais dû mettre le doigt dans cet engrenage ». Finalement, si je pouvais revenir en arrière, je préférerais ne pas savoir. Il m'est arrivé d'avoir des pensées dépressives, mais retourner dans la secte, non. Jamais. Ah oui. L'autre chose bien aussi, c'est que quand on sort d'une dérive sectaire, il y a un très long cheminement pour réapprendre ou apprendre, dans mon cas, à penser, à se questionner. Enfin voilà, il y a tout un travail à refaire sur absolument tout, parce que ça touche tout. Notre santé, notre travail, notre capacité à nouer des relations avec les gens et tout ça. Mais ce qui est super aussi, c'est qu'une fois qu'on est sorti, on découvre ou on redécouvre des belles choses. C'est la liberté. Oui. Être libre, c'est quand même génial. Ça peut être pas mal. Avoir des relations saines avec les gens, ça existe. Et ça aussi, c'est génial.
trouver un bon compagnon ou une bonne compagne avec qui on se sent bien, avec qui on est respecté. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Alors, c'est pas facile, hein, je vous dis pas que c'est rose tous les jours pour moi, même encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore plein de choses avec lesquelles j'ai des blocages et des difficultés, mais j'ai aussi maintenant toute une expérience qui s'accumule petit à petit de choses quand même assez chouettes et de bons moments de vie. Et je peux dire à certains moments que j'ai des petites bribes de bonheur que j'ai pu expérimenter et qui commencent petit à petit à me faire amener un joli petit château intérieur, quoi. Une belle capacité à me dire que le monde, finalement, il n'est pas si mal que ça, quoi. Que vivre, ça vaut le coup. Et pour reparler un peu de mon frère, la dernière fois qu'on s'est parlé, donc c'était après ma propre tentative de suicide, la dernière fois où je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Ça va aller, Sorette, on va s'en sortir. » Et lui, il s'est suicidé, mais je garde cette phrase-là comme un étendard, entre guillemets, qui me force à me battre et à continuer à vouloir avancer dans la vie, à me soigner, à faire en sorte que mes parties dissociatives, elles s'entendent de mieux en mieux, qu'elles apprennent à se comprendre de mieux en mieux et qu'elles trouvent des compromis, parce que c'est un peu comme une promesse que je lui ai faite, en fait. Et lui, il n'a pas réussi à s'en sortir. Moi, je vais... Enfin, c'est comme s'il m'avait donné une force assez incroyable en me léguant cette phrase, en fait. Et je voudrais dire, s'il y a des personnes qui ont des troubles dissociatifs ou un trouble dissociatif de l'identité et qui écoutent cette émission, ben, vous n'êtes pas tout seul. En fait, les personnes qui ont vécu des choses très, très difficiles, il y en a plein dans le monde. On l'a vu avec #MeToo. Et des victimes de pédocriminels, il y en a plein. Et maintenant, on ne se tait plus. On n'est plus seul. On est tous en train de dire au monde, en fait, ce que le monde n'a pas forcément envie de voir jusqu'à maintenant, hein, mais qu'il y a des victimes, il y a des enfants victimes et qu'il faut faire quelque chose. Et baissez pas les bras. Battez-vous. Trouvez les personnes ressources dont vous avez besoin. Faites-vous un réseau d'amis, de familles, de personnes de confiance. Trouvez-vous des personnes de confiance et accrochez-vous. Et petit à petit, ce sera moins lourd et moins difficile. Et petit à petit, il y aura des rayons de soleil et ça ira de mieux en mieux. Et il ne faut pas laisser les violeurs gagner. On est des guerrières, on est des guerriers. Ça vaut le coup. Oui, et l'impression que vous me donnez dans votre parcours, c'est vraiment l'importance de l'entourage. À un moment ou un autre, il faut être entendu pour survivre à tout ça. Oui. Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous leur avez parlé de votre trouble dissociatif de l'identité quand il a été diagnostiqué ? Alors, j'en ai parlé en premier à ma sœur, avec qui j'avais déjà une bonne relation. Elle était déjà quelqu'un qui me soutenait, mais qui avait du mal à comprendre ce que je vivais. Donc, elle m'a suivie en fait dans toutes mes péripéties avec les psychanalystes. Elle voyait ma détresse, elle voyait que je m'enfonçais, elle voyait que je m'en sortais pas. Et surtout, elle avait déjà conscience que c'était une dérive sectaire. Oui, aussi. Donc ça, c'est important. Ouais. Le diagnostic de trouble dissociatif de l'identité qui a été posé, quand je lui en ai parlé, ça a pris sens pour elle. D'accord. Et elle ne l'a pas remis en cause parce qu'elle a vu en fait que je commençais à aller mieux, que j'étais moins dans le désespoir, que j'étais moins dans la dépression, qu'il y avait des choses qui petit à petit prenaient sens. Et puis, c'est arrivé quelquefois que j'ai des crises avec des parties émotionnelles qui viennent alors qu'elle était présente. D'accord. Et elle m'a vue dans cet état. Oui. Ce qui est rare, parce que comme vous l'avez dit plusieurs fois, les TDI se cachent, en fait. Oui. Ne montrent pas ces moments-là. Une fois où elle a assisté, j'étais dans un état pas possible. En fait, j'étais à poil et j'étais complètement submergée, en train de faire une crise d'angoisse phénoménale, où j'avais envie de vomir et hurler et je pleurais et tout ça. Et en fait, elle est rentrée dans la pièce et elle m'a vue dans cet état, elle m'a prise dans ses bras. Donc, elle a vu la souffrance que ça générait chez moi. Elle a vu que je faisais pas semblant, que j'étais pas en train de surjouer je ne sais quoi. Et elle a vu aussi au fur et à mesure que je comprenais, que je faisais des liens entre les différents souvenirs. J'arrivais petit à petit à les assembler et puis
à les expliquer. Et puis elle aussi, ça faisait des liens chez elle où elle se disait, ah oui, je me souviens de ça. Le gourou avait demandé que tu viennes et il y avait que toi qui avais eu le droit de faire ça. Je lui disais tous ces souvenirs qui me revenaient et où pour elle, ça prenait sens également. Oui, donc ça a été quelque part aussi un soulagement pour elle comme pour vous d'avoir un diagnostic et de poser des mots. Ah oui, ouais, clairement. J'en ai parlé aussi à ma mère qui a accepté aussi, donc j'ai la chance que ma mère n'ait pas nié ce que j'ai vécu, même concernant mon père. Ouais. Depuis que j'ai quitté la secte et que j'ai toute cette démarche de reconstruction, elle ne m'a jamais fait défaut. Elle a toujours été présente. Elle s'occupait de mes filles. Elle les prend pendant les vacances. C'est une grand-mère formidable. Et puis, dès que j'ai besoin, elle est là et elle répond présente. Par exemple, là, actuellement, depuis 1 mois, j'ai demandé à être hospitalisée dans une clinique parce que j'avais besoin d'avancer sur certains points de ma thérapie qui bloquent encore. Et j'avais besoin d'être dans un environnement entouré et protégé pour pouvoir avancer sur ces points clés de blocage que j'ai intérieurement. Et du coup, ma maman, depuis 1 mois, est présente chez moi et c'est elle qui s'occupe de mes 2 petits chats et de mes puces, de mes filles. Donc voilà, elle gère tout ça et elle le fait. C'est génial. C'est vraiment un beau cadeau, une belle preuve d'amour qui me fait beaucoup de bien, qui répare beaucoup de choses. Après, j'en ai parlé, bien sûr, à beaucoup d'amis. Et j'ai très peu d'amis qui ont tenu le choc, entre guillemets. J'avais beaucoup d'amis qui sortaient de la secte. Donc pour eux, c'était impensable et incompréhensible. Ils voulaient pas accepter du tout d'entendre ce qui s'était passé. Ils étaient capables d'entendre la violence de ce que eux-mêmes avaient vécu, les conditions de dérive sectaire, mais tout ce qui était aspect viol, par le gourou surtout, et viol par mon propre père, tout ça, c'était trop. Et du coup, beaucoup ont fermé la porte et sont partis. Après, j'ai quelques amis qui sont restés, et avec qui j'ai des relations de temps en temps, mais c'est plus des personnes où on va privilégier plutôt des sorties au cinéma ou ce genre de choses-là, et où on va pas forcément avoir un dialogue sur ce que c'est que le trouble dissociatif de l'identité et ce que je vis. Ça va être plus être des relations amicales que j'ai pu me créer au fil des années, avec un partage de notre vie de maman, et puis de ce qu'on fait au travail, etc., mais où on va moins aborder toutes ces questions-là qui sont... c'est pas évident, hein. Tout le monde n'est pas un professionnel psy et pas capable forcément d'écouter des horreurs, quoi. Oui. Et puis, quand on sort d'une secte, quelquefois on a envie de sauver les meubles aussi. On a envie de se dire, oui, ok, il s'est passé des choses qui n'étaient pas jolies, mais bon, on n'a pas forcément envie de charger la barque totalement et de se dire qu'on n'a rien vu de tout ce qui se passait et qu'on s'est infligé ça à soi et qu'on a aussi laissé faire des horreurs sur d'autres personnes qui étaient dans notre quotidien, en fait. Oui, tout à fait. Quand on sort d'une dérive sectaire, à la fois, on cherche à parler de ce qu'on a vécu parce qu'on a besoin que les gens nous comprennent, et puis on a besoin de soutien et de pouvoir raconter tout ce qu'on a vécu. Enfin, témoigner, c'est important. Ça permet de se reconstruire. Et puis en même temps, oui, on voudrait aussi faire table rase et essayer d'avancer et puis de reconstruire ce qu'on peut, quoi. Donc on cherche à se faire des amitiés qui ne sont au courant de rien du tout, et pour créer autre chose, de faire un nouveau tourner départ. La page. Ouais. Bien sûr. J'ai essayé d'en parler aussi avec mon frère, celui qui est toujours vivant, mais lui a été complètement dans la négation de tout ce qui s'était passé. Et récemment, j'ai redécouvert, entre guillemets, une belle relation avec une de mes cousines qui est procureure et qui maintenant, depuis un peu plus d'1 an, me soutient vraiment de manière assez forte et incroyable. Elle m'a beaucoup aidée dans mes démarches pour témoigner, parce que j'avais beaucoup d'inquiétudes pour savoir si ça pouvait me mettre en danger d'une certaine façon par rapport à des accusations qu'on aurait pu me faire ou ce genre de choses-là. J'avais besoin de définition, donc elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et puis, une autre chose importante, c'est que ma cousine, donc procureure, a accepté de passer tout un temps avec moi, où elle m'a accueillie chez elle et où on a parlé et où j'ai pu laisser certaines parties dissociatives venir et lui poser des questions pour savoir comment la justice fonctionnait. Déjà, d'avoir le regard d'une procureure. Je lui ai demandé en fait de prendre cette étiquette-là, de mettre son habit de travail et de m'écouter. Je lui ai raconté ce que j'ai vécu et je lui ai demandé, mais est-ce que tu me crois ? Et de savoir qu'en tant que procureure, si elle avait face à elle une victime comme moi qui lui raconte tout ce qu'elle a vécu, eh ben elle m'a dit oui, je te crois. Et ça m'a fait un bien, mais un bien fou. Et une autre chose qu'elle m'a permise aussi, c'est que
J'avais pas de représentation de comment ça se passe la justice et elle m'a permis d'assister à des séances où elle était procureure en fait, où moi j'étais juste spectatrice, enfin je veux dire en retrait. Et donc j'ai pu assister à un procès de jeunes victimes de viol et me rendre compte comment ça se déroulait pendant le procès, etc. Et puis voir ça du début à la fin. Donc ça a été très très éprouvant pour moi. J'ai eu des moments où j'avais l'impression que j'allais me faire dessus dans le tribunal tellement j'avais les tripes qui étaient... j'ai eu vraiment des vagues assez insupportables à vivre, mais ça m'a permis de me faire une image mentale en fait de comment se passe un procès, et c'est ce qui m'a aussi permis de passer le cap, d'aller porter plainte, parce que j'ai pu rassurer des parties dissociatives qui avaient des idées un peu faussées, parce que évidemment le gourou aussi a une vision très il faut jamais aller voir la police et il faut pas porter plainte, c'est très mal. Du coup j'avais des parties qui avaient très peur de faire ça, et d'avoir pu y assister et voir comment ça se déroule, du coup j'étais vraiment rassurée. Et donc vous avez été porter plainte? Oui. Contre qui? Alors, j'ai porté plainte contre le gourou parce que c'est le violeur principal, toujours vivant, parce que le moine est décédé, mon père est décédé, et je n'ai pas porté plainte pour le moment contre le prof de musique parce que je voulais vraiment me concentrer sur le gourou et ce que j'avais vécu dans la secte. D'accord. Et comment vous avez été accueillie? Alors, c'est toujours en attente. En fait, ils ont ma plainte que j'ai écrite. Je l'ai envoyée au procureur. Et normalement, en ce moment, des gendarmes ou des policiers sont en train de l'examiner. Et j'ai pas encore été entendue. Donc, je suis dans l'attente de la convocation en espérant que je le sois et que ce soit pas classé sans suite. Mais il y a quand même une chose qui m'intrigue, c'est que vous dites que découvrir la liberté, ça a été un soulagement pour vous. C'est quelque chose que vous ne voudriez pas perdre. Mais quand on imagine que vous avez passé plus de 20 ans dans une situation totalement coercitive, où on vous disait exactement quoi faire, où on vous torturait, on vous maltraitait, où il y avait des règles qu'il ne fallait pas transgresser et qui étaient comme une sorte d'ossature, un fonctionnement normal pour vous. Là, moi, je vous vois en face de moi, vous avez l'air d'avoir une vie normale, vous vivez dans un appartement avec vos filles, etc. Bon, il y a quoi entre les deux, en fait? Du jour au lendemain, vous n'avez plus besoin d'avoir... autant de règles dans votre vie? Alors non, pas du tout. En fait, j'ai eu vraiment besoin d'étapes et de décortiquer les difficultés les unes après les autres. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse maintenant. Après avoir quitté la secte, j'ai eu ce moment donc, où j'ai travaillé en étant éducatrice Montessori. Mais Montessori, comment vous expliquer ? C'est une méthode qui est géniale, où il y a plein de matériel et puis une façon de permettre aux enfants d'expérimenter les choses et tout ça. Donc, il y a plein de qualités. Mais en même temps, moi, dans toutes les écoles où j'ai travaillé, et j'ai travaillé quand même dans un bon nombre d'écoles, un peu partout en France et ailleurs, il y a une grande majorité où il y avait des dysfonctionnements quand même assez dingues, quoi. J'ai travaillé dans une école Montessori où la directrice, les élèves de ma classe, donc les enfants de 3 à 6 ans, elle ne voulait pas qu'ils soient en récréation et qu'ils puissent aller voir leurs grands frères et sœurs des classes plus hautes. Du coup, elle a proposé qu'on mette, vous savez, les barrières électrifiées là, pour les animaux, pour les moutons, pour séparer les enfants de 3-6 ans de leurs grands frères et sœurs. Bien sûr. Après, il y avait une directrice d'école dans laquelle j'ai travaillé. Bon, là, j'ai subi du harcèlement au travail avec cette directrice qui était vraiment très manipulatrice et assez spéciale. Mais son fils était co-directeur de l'école et du coup, lui, il a eu la super bonne idée de suspendre un gamin de l'école par les pieds. Il lui a mis la tête dans un petit ruisseau qui passait juste à côté de l'école parce que le gamin avait la phobie de l'eau, donc lui, il allait le guérir de cette façon, quoi. Quelle angoisse! Ça, ou alors la directrice une gamine qui faisait une crise, qui était en colère, elle la maintenait au sol et puis elle la forçait comme ça pendant des heures en montant sur elle alors qu'elle faisait 2-3 fois son poids, quoi. Oui, là, il y a vraiment des situations... Il y avait des trucs de dingue. Ou alors, moi, j'avais des élèves qui étaient petits, qui avaient encore besoin de faire la sieste. Et une directrice dont le fils, il avait un prof de musique qui venait dans l'école pour lui donner un cours particulier. Et il avait la bonne idée de prendre ça pendant le temps de sieste des petits de ma classe. Du coup, ce garçon jouait d'un instrument de musique très, très fort. Et mes petits ne pouvaient pas dormir, ne pouvaient pas faire la sieste. Il y a des graves problèmes pédagogiques et d'encadrement, en fait. Oh, c'était n'importe quoi. Il y avait des gros problèmes de violence qui pouvaient arriver.
et puis de choses complètement aberrantes. C'est-à-dire de la part des enseignants, de la part des des élèves enseignants ou alors de la part des directeurs. Mais il y avait aussi beaucoup de problèmes de sécurité et d'hygiène. Dans beaucoup d'écoles, les élèves mangeaient dans les classes. Une directrice d'école, elle savait qu'elle pouvait avoir des contrôles de la part des services sanitaires pour voir si les frigos dans lesquels on mettait le repas, le lunch des enfants étaient aux normes et tout ça. Normalement, elle était censée tous les jours prendre la température du frigo et la noter sur un calepin. Elle avait été prévenue la veille au soir qu'elle allait avoir un contrôle et elle avait passé la nuit à écrire les températures et puis à tout falsifier, parce qu'elle ne l'avait jamais fait du tout. Et c'était des trucs du style les enfants qui boivent dans les verres et puis on avait eu une infection pied-main-bouche, une petite infection qui fait des boutons autour de la bouche. Et malgré cette maladie-là, la directrice ne voyait aucun problème à ce qu'on donne à boire à tous les gamins avec le même verre, qu'on les nettoie même pas. Ça, c'est des choses que vous avez observées dans toutes les écoles Montessori où vous avez été ? Dans plusieurs, oui. Dans plusieurs. C'était pas le fait d'une seule, en fait. C'est des écoles hors contrat. Les écoles hors contrat, moi, c'est pour ça aussi que je suis sortie de ce monde-là. Je vais pas aller jusqu'à dire que Montessori, c'est une dérive sectaire, mais c'est un espèce de microcosme. La formation que j'ai faite, qui est la formation officielle, entre guillemets, même s'il n'y a pas de reconnaissance, je ne peux pas travailler dans une école de l'éducation nationale. Oui, c'est une formation Montessori, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'a rassurée entre le passage de la secte à Montessori, c'est qu'il y avait un peu un discours et une manière de penser qui ressemblaient, qui étaient un peu similaires. Bon, c'est un peu grossier, mais je retrouvais des personnes qui me disaient nous, Montessori, on est parfait, c'est nous qui faisons le mieux. Nous, on fait le bien, on aide les enfants, on les éduque correctement, on est mieux que les autres, on fait mieux que l'éducation nationale, etc. C'est une méthode qui est très, très codifiée et où c'est au micromètre près, il faut faire tel mouvement, après il faut enchaîner par tel autre mouvement, avec telle parole et avoir telle posture. Et tout est comme ça, mais très, très rigide, avec aucune possibilité de le changer. Tout le monde doit faire la même chose et à chaque enfant, on montre de la même manière, etc. Ça me fait vraiment penser aux écoles Steiner, ce côté très codifié. D'ailleurs, les racines de l'anthroposophie, qui est donc la pensée qui est sous-jacente des écoles Steiner, et les racines des écoles Montessori, sont les mêmes. C'est la théosophie. La théosophie, c'est une croyance New Age, en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu en voir, et peut-être que les termes n'étaient pas forcément employés au grand jour, et je ne sais pas si vous y avez été exposé, mais on parle quand même d'harmonie cosmique. Enfin, Maria Montessori, quand elle a monté ses écoles, et dans les bouquins qu'elle a écrits de pédagogie, elle parle de ça. Donc, Tout à fait. En fait, moi, je l'ai compris en écoutant vos émissions. Petit à petit, j'ai fait des liens, mais sur le moment, quand j'ai eu ma formation et quand je le faisais à l'école, je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Et pour vous expliquer, quand on fait la formation des enfants de 6 à 12 ans, on a ce qu'on appelle les grandes histoires qui vont être le prélude à l'apprentissage d'une matière. Par exemple, on a une grande histoire pour la géographie, une grande histoire pour la biologie, on a une grande histoire la littérature, etc. C'est des histoires qui ont été écrites par Montessori et par son fils. Et dans ces grandes histoires-là, il y a énormément de trucs New Age, mais ça, je l'ai compris après, en fait. Oui. Autant pour les 3 à 6 ans, elle a fait un truc qui était basé beaucoup sur le catholicisme, où il y a même du matériel parce pour qu'elle était les très cathos. Au départ, oui. Et après, historiquement, elle s'est beaucoup penchée et beaucoup rapprochée de tout ce qui était culture asiatique et puis méditation et ce genre de choses-là. Et je pense que c'est de là sûrement que c'est venu, Elle en fait. était très engagée dans la théosophie. Et d'ailleurs, ses bouquins ont été édités dans des éditions qui sont en lien avec la Société théosophique. Alors, je renvoie les auditeurs qui ne connaissent pas la Société théosophique à aller écouter les chroniques de la spiritualité contemporaine, qui sont des émissions dans lesquelles j'explique un peu les fondements du New Age et où clairement, on voit ce qu'est la théosophie à l'origine de beaucoup de croyances actuelles en réalité, même si ce mouvement date de la fin du 19e siècle. Et juste pour rebondir par rapport à ça, il y a une école où on m'a proposé un poste de co-directrice, une école de 6 à 12 ans. Donc, c'était une collègue avec qui j'avais lié des liens d'amitié. Quand elle m'a proposé ce poste de co-directrice, elle m'a dit que tous les matins, il faudrait que j'arrive un peu avant les enfants et qu'on allait prier pour les enfants. Mais alors, elle m'a parlé de choses, j'ai plus les termes exacts, mais c'est en écoutant l'émission avec Grégoire Perra que j'ai fait des liens, en fait. Elle m'a parlé du démon Ahriman, mais moi, je ne savais pas ce que c'était ça. Le démon Ahriman. Ahriman, pardon. Elle parlait d'anges, elle parlait de démons. Donc, pour moi, ça faisait des liens avec le catholicisme, donc je me suis dit juste qu'elle était catho. Et puis, en fait, elle parlait d'autres choses, dont Ahriman, que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était.
Mais quand j'ai entendu ça, ça a fait taillot à l'intérieur et je suis partie à toute vitesse. Et oui, vous avez compris que ça allait pas vous convenir malgré le fait que vous compreniez pas bien ce qu'elle vous disait. Mais elle voulait vraiment qu'on fasse des trucs. Enfin, son discours était vraiment trop étrange, quoi. Où il y avait cette espèce de truc sectaire. Et j'ai regardé un peu ce qu'était devenu cette école. Et au final, elle est en lien avec des choses de l'anthroposophie. Aussi. Et voilà. Oui, il y a souvent des passerelles à l'heure actuelle entre les écoles Montessori et les écoles Steiner. Et il y a d'ailleurs quelquefois des formations pour les enseignants qui sont communes aux deux types d'écoles. Ouais. Donc, ce qui montre, encore une fois, les liens qu'ils peuvent entretenir. Mais c'est vrai qu'on retrouve, comme dans Steiner, les étapes de l'enfance de 0 à 6 ans, où on va avoir que des jeux sensoriels chez Montessori, alors qu'ensuite, à partir de 6 à 12 ans, qu'ils appellent le deuxième plan, donc plan de réalisation cosmique, en fait. C'est ça qu'il faut entendre, c'est ça qui est dingue. C'est présenté à les écoles Montessori comme une école plutôt progressiste, où on va apprendre des choses aux enfants qui les sortent d'un formatage, de l'éducation nationale et tout ça. En fait, quand on regarde de près, quand on lit les livres de Maria Montessori, c'est extrêmement religieux, spirituel, avec aussi une dimension vitaliste qui est de dire l'enfant n'est pas là pour être éduqué, il est là pour exprimer son plein potentiel. Vous confirmez, c'est ce qu'on oui, tout à fait. C'est ça. Tout donc voilà, donc la création est là, elle est là, et il faut juste la révéler. Et elle parle de surhommes. On forme des surhommes pour qu'ils deviennent des surhommes, en fait, des êtres plus évolués qui dépassent la théorie de l'évolution de Darwin, qu'on rentre dans une autre ère qui est la nouvelle ère, le New Age. Bon, mais effectivement, je comprends que ça a pu être un palier pour vous. Voilà, donc ça a été un palier. Et après, au bout d'un moment, quand j'ai été confrontée déjà à toutes ces violences et que j'ai commencé... À l'école ? À l'école, ouais. Je voyais des enfants qui subissaient des choses et je m'opposais, je cherchais à les protéger, évidemment, à dire que j'étais pas d'accord. Et ça a été un apprentissage petit à petit que j'apprenne à prendre ce rôle de protectrice et de défense, en fait. Et comme j'étais pas entendue, qu'il y avait rien qui changeait... Montessori, comme je disais tout à l'heure, c'est des écoles hors contrat. L'éducation nationale, elle n'est pas parfaite. Il y a plein de problèmes dedans. Elle est ce qu'elle est. Mais il y a quand même des recours. On peut aller voir l'académie, on peut aller taper du poing, on peut contacter, je sais pas, enfin, il y a plusieurs instances, en fait. Et il y a des contrôles, il y a des garde-fous. Alors que les écoles hors contrat, c'est bien beau, tout joli sur le papier. Mais quand il y a un souci... Par exemple que, je sais pas moi, il y a une institutrice qui fait quelque chose de mal, qui maltraite un gamin. La personne au-dessus, c'est le directeur ou la directrice et que vous lui dites, ben voilà, elle a fait ça, c'est pas possible, quand même, il faut que vous fassiez quelque chose pour que ça change et tout. Et si le directeur ou la directrice, ils s'en foutent et qu'ils voient pas le problème, ben il y a rien qui change, en fait. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos clics et vos claques et puis partir et emmener votre gosse ailleurs, quoi. Ou éventuellement faire un signalement. Mais bon, si c'est juste parole contre parole et qu'il y a que les parents et que tous les autres ils font bloc et qu'il y a personne qui soutient, ben il y a rien qui changera. Sauf s'il y a un certain nombre de signalements au fil des années. Si ça change petit à petit, etc. Mais bon, voilà, j'avais cette volonté, moi, parce que mes filles, du coup, elles étaient scolarisées en Montessori. Et je les ai déscolarisées et remises dans le système classique parce que je voulais qu'elles grandissent en se confrontant à la vie réelle et puis pas dans un truc complètement utopiste où tout le monde est patient, va sur son petit tapis et dit merci et puis range bien son petit plateau à la bonne place sur l'étagère et ce genre de trucs-là. Moi, je voulais qu'elles aient des armes pour la vie parce que la vie, elle n'est pas comme ça. Des fois, on tombe sur quelqu'un de chiant qui va nous bousculer, qui va éventuellement, je sais pas moi, nous piquer un truc dans la cour de récréation ou ce genre de choses-là. Et moi, je voulais qu'elles soient capables de savoir détecter les violences, qu'elles pouvaient aller voir les adultes, demander de l'aide, etc. Enfin voilà, je voulais qu'elles s'arment pour la vie sans être dans un petit monde de bisounours où on apprend uniquement comme on a envie, avec beaucoup de liberté. Alors, c'est très chouette. Mais en même temps, quand on devient adulte et qu'on a tout le temps été libre de faire ce qu'on voulait et puis d'avancer à notre rythme et tout ça, quand on est confronté à une autre situation où c'est plus possible de faire ça, ben c'est très dur de changer, en fait. C'est une source de grande souffrance. Oui. Donc, pour vous, ça a été une sorte de période tampon, en fait. Et en même temps, en parallèle, vous étiez déjà en thérapie. C'est ça, vous étiez déjà accompagné. Donc, c'est ça qui vous permettait, au bout d'un moment, d'avoir un discours un peu plus critique, peut-être, sur ce qui se passait dans ces écoles ou tout à fait. Ce que vous souhaitiez. Petit à petit, ça a fait son chemin. Et après, du jour au lendemain, j'ai déménagé et j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis passée de institut à agricultrice. D'accord, ok, pourquoi pas. Au travail de la terre. Et j'ai eu toute une phase comme ça où ça m'a fait un bien phénoménal de pouvoir me dépenser physiquement.
de rentrer le soir et d'être couverte de boue et d'avoir les muscles tout endoloris. Ah ouais. Enfin, voilà, de vraiment me sentir vivante, reprendre un peu comme possession de mon corps, en fait, de ressentir mes muscles, de ressentir, je sais pas moi, mes jambes, enfin voilà, d'avoir fait un travail physique. J'ai eu toute une phase comme ça nécessaire qui a joué dans ma reconstruction en parallèle de la thérapie que je suivais, quoi. Et alors, votre vie aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de moments de switch. Vous en avez encore tous les jours? Comment? Alors, maintenant, en fait, j'ai vraiment une cohésion où il y en a beaucoup qui sont là ensemble et où elles vont alterner ou alors on va communiquer entre nous et puis il y en a une qui est porte-parole, qui va parler pour les autres. Une des parties. Une des parties dissociatives, oui. Après, il m'arrive encore d'avoir des switches, des parties émotionnelles qui peuvent encore être réactivées et revenir. Mais c'est beaucoup moins intense que j'ai pu le vivre par le passé parce que je fais un travail au quotidien pour que mes parties dissociatives commencent vraiment à se confronter à ma vie actuelle et réussir à percevoir la différence avec le passé, en fait. J'ai plein de parties qui viennent dans mon quotidien et qui expérimentent, en fait, ma vie dans le quotidien. En tant qu'adulte. En tant qu'adulte, avec les responsabilités d'adulte que j'ai, de maman, le travail, etc. Et j'essaye vraiment de trouver comment leur laisser la place à un moment donné, en fait, pour qu'elles puissent évoluer et faire changer le rôle qu'elles ont à l'intérieur de moi pour retrouver un rôle qui soit plus adapté à mon présent. Parce que peut-être que j'ai plus besoin des compétences qu'elles avaient au moment des traumatismes. Réfléchir avec elles pour trouver qu'est-ce qu'elles peuvent faire maintenant pour que nous, dans notre vie, soyons bien, etc. Enfin, voilà. Et aussi se confronter à vraiment tout un travail pour distinguer la différence, pour refaire cette espèce de zoom, dézoomage où, alors, à l'époque, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, et surtout, les deux raisonnements se côtoient. Oui. C'est plus une partie qui prend le pouvoir et qui annihile le reste. Tout à fait. J'arrive à beaucoup plus qu'avant, et ça arrive encore à des moments où c'est compliqué, mais à avoir plus une vue d'ensemble avec... OK, je pense toutes ces choses-là qui sont très négatives, mais je pense aussi ces choses positives. Donc, comment est-ce que je peux réussir à trouver un compromis pour que tout le monde s'entende et pour qu'on puisse soit prendre une décision si c'est un point qui concerne une décision de ma vie, de mon futur, ou alors prendre une décision sur tel comportement de telle personne dans mon entourage. Est-ce que c'était quelque chose de méchant ou gentil? Enfin, pour certaines parties, elles sont encore dans des pensées un peu comme ça. Ou alors, est-ce que... oui, cette personne m'a un petit peu déçue, mais en même temps, j'aime beaucoup ses qualités. Donc, elle a des qualités, elle a des défauts. Et c'est OK, en fait, d'avoir des qualités et des défauts, d'aimer une personne, même si elle n'est pas parfaite. Et d'apprendre aussi la nuance. Personne n'est parfait, finalement. Et à être moins dans la recherche de ça et dans le tout ou rien, en fait. Oui, donc, vous êtes en fait dans une période d'intégration. On appelle ça souvent l'intégration des différentes parties. Oui. C'est-à-dire que toutes les parties se prennent en compte les unes les autres, s'écoutent. Et qu'il y a une sorte de négociation intérieure de plus en plus apaisée, en fait, de compréhension mutuelle des différents réflexes des différentes parties. Il y a tout ce travail-là de discussion et puis d'acceptation et de trouver des compromis et des manières de fonctionner ensemble sans se combattre et en travaillant ensemble et pas contre, dans le but, vraiment, je l'espère... à un moment ou à un autre, que petit à petit, toute cette dissociation se résorbe de plus en plus. Et c'est le cas depuis plusieurs années maintenant. Je sens vraiment une évolution où j'ai beaucoup moins de scissions. Il y a une période au tout début où, le moment où j'ai eu le diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, j'avais vraiment des moments où j'étais dans un tunnel. Quand il y avait certaines parties dissociatives qui venaient, j'avais une vision qui était très morcelée, avec très focalisée sur une chose. Maintenant, c'est très très rare que je vive à nouveau ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup plus de communication et les barrières sont beaucoup moins fortes. Et donc, à terme, votre objectif à vous, ce serait de faire que tout ça fusionne et que votre identité, au lieu d'être morcelée, finalement, retrouve une unité. Oui. Tout au long de ma thérapie, c'est tout un cheminement qui a eu lieu. Il y a eu des périodes où j'avais des parties dissociatives qui étaient tellement en colère contre d'autres ou qui ne comprenaient tellement pas le fonctionnement des autres. Tout ce qu'elles voulaient, elles, c'était qu'elles meurent, qu'elles disparaissent, qu'elles s'en aillent et puis que tout ça... voilà, pour elles, nous laisse tranquille. Voilà, et il n'y avait absolument pas la possibilité de s'entendre et de trouver des compromis et d'un jour peut-être se rassembler. C'est une sacrée coloc que vous avez à gérer quand même. Oui, donc ça n'a pas été tout beau tout rose comme ça dès le début. Il y a eu tout un cheminement, mais aujourd'hui j'en suis là. J'aimerais, on aimerait être vraiment ensemble un jour ou l'autre. Ouais.
Et alors, vous avez parlé de votre vie de famille, de votre travail, de tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui. Par rapport à votre compagnon, est-ce qu'on pourrait un peu parler ou sans parler de votre compagnon, d'ailleurs, c'est aussi possible, de votre sexualité? Parce que quand on a vécu tous ces traumatismes depuis un très très jeune âge et très 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 longtemps de manière très répétée, ça a un impact forcément Oui. sur votre perception de la sexualité. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? C'est très compliqué et c'est beaucoup par vague. J'ai des moments où il y a des mieux, où ça se passe mieux et où je suis plus épanouie. Et puis des moments où à nouveau, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent, soit en lien avec des choses que je vis au quotidien ou alors des points que je travaille en thérapie qui réactivent un peu des souvenirs traumatiques. Et dans ces cas-là, je peux avoir des moments où je suis vraiment bloquée. Je peux avoir des moments où vraiment c'est juste plus possible pour moi d'être touchée. Je veux aucune sexualité et il n'y a rien qui se passe, quoi. Foutez-moi la paix. Ouais. Quand on est victime de viol, c'est très très difficile d'avoir une sexualité épanouie parce que cette zone du corps-là qui touche à l'intime, qui touche à la sexualité, c'est un lien vraiment particulier, une espèce de confiance qui normalement se crée quand on est avec un partenaire ou une partenaire bienveillant et aimant. Et le problème quand on est victime, quand on est enfant, c'est que l'enfant va apprendre des choses sans les comprendre. Ouais. Il va apprendre des sensations, il va apprendre des manières d'agir, de faire et tout ça, sans avoir le cerveau suffisamment mature pour avoir la compréhension de ce qui est en train de se passer et de ce qu'il est en train de subir. Donc ça crée des dégâts. Et du fait de la mémoire dissociative traumatique, moi, pendant les relations sexuelles, c'est vraiment très rare que je n'ai aucune partie émotionnelle qui vienne et qui se réactive. Oui, donc ça arrive à chaque fois, en fait. J'ai eu tout un travail à faire en thérapie et puis aussi avec mes compagnons d'information et surtout avec mon compagnon actuel où il a fallu vraiment qu'il apprenne à me comprendre et qu'il soit vraiment dans la bienveillance, dans la patience, dans la compréhension et l'acceptation. La compréhension, voilà, il y a tout un... Il y a vraiment un handicap très très profond et très ancré. Et quand c'est une partie émotionnelle qui est petite et qui est ancrée dans un traumatisme de l'enfance qui ressurgit à ce moment-là, mais c'est juste catastrophique. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que vous avez envie d'avoir une vie sexuelle ou est-ce que vous avez l'impression que vous devez le faire parce que vous avez envie d'être en relation de couple? Est-ce que vous avez du désir, par exemple? Alors, je vais vous répondre plusieurs choses. Dans certaines relations que j'ai pu avoir, il y a eu des moments où je me suis forcée parce que je voulais avoir une relation de couple et puis parce que la personne avec laquelle j'étais n'était pas forcément dans la compréhension et la bienveillance et que du coup, il faisait une sorte de chantage, entre guillemets, à notre couple, que si j'avais pas de relation intime avec lui, forcément, le couple allait s'arrêter, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué pour parfois certaines personnes de comprendre qu'ils sont victimes de viols conjugaux, c'est que la frontière, elle est pas si nette que ça, en fait. Notre copain, il peut éventuellement juste bouder et puis faire la tête pendant quelques jours juste parce qu'on n'a pas accepté d'avoir un rapport sexuel avec lui. Et c'est difficile de se dire que finalement, ça, c'est une forme de violence sexuelle. Oui. Parce que ça met en danger la relation, ça met en danger la personne. Voilà, tout n'est pas si clair. Donc, j'ai eu des moments où je me suis forcée. Et puis, en même temps, maintenant, j'ai plus la volonté de... J'ai pas envie de les laisser gagner. J'ai pas envie que le gourou et les violeurs de mon passé me retirent ce droit. Enfin, je veux reprendre la liberté, je veux reprendre le droit sur mon corps, je veux posséder mon propre corps et décider moi-même de ce que je veux vivre dans mon corps. Et tout le travail que je fais en thérapie, c'est pour me libérer de tous ces traumatismes et que ça se réactive plus de cette façon et que ça me fasse plus souffrir, ou plus autant en tout cas. Et ça me fait chier, j'ai pas envie qu'il gagne. J'ai pas envie que toute ma vie, la sexualité et le plaisir que je pourrais avoir, et l'échange que je pourrais avoir avec un ou une partenaire me soient interdits à cause de ce que j'ai vécu et de ce qu'ils m'ont fait, quoi. Donc je me bats pour réussir à dépasser ça et puis à trouver des solutions. Si je me réactive, qu'est-ce que mon compagnon peut faire pour que
je me sente à nouveau en sécurité, Oui. et qu'est-ce qu'on fait après? Enfin voilà, Oui. il y a Oui, il y a tout un une part de travail, dialogue énorme Oui, pour que la personne en face comprenne ce qui vous arrive, évidemment, parce Ouais. qu'on peut être très désemparé face à ce genre de phénomène. Une autre chose qui est assez vraiment perverse de la part du gourou et du moine aussi, c'est que c'est arrivé parfois pendant les viols qu'ils fassent en sorte de tellement me toucher à certaines zones que ça a activé un genre de simili-orgasme. Donc en fait, le terme que vous utilisez, c'est... Je sais qu'il y a des personnes qui appellent ça un orgaste, c'est-à-dire un orgasme mécanique, en fait, Voilà, lié donc à la stimulation du clitoris, mais qui n'est pas accompagné d'un plaisir, en fait. Voilà. C'est moi ce que j'ai vécu. Après, j'avais pas la compréhension ni l'explication adéquate jusqu'à il y a peu. Et j'ai découvert ça. Donc, moi, je connaissais pas ce terme-là. Je connaissais l'excitation sexuelle non concordante. Oui. Et c'est quelque chose qui est extrêmement culpabilisant et qui fait se sentir vraiment très, très mal quand on est victime de viol et que le violeur fait en sorte que cette chose-là se passe, que notre corps réagisse de cette façon, mais qui est une réaction physiologique. Hein. C'est pas notre cerveau qui a voulu, mais encore une fois, il y a une sorte de dissociation qui se forme entre notre corps et notre cerveau. Notre tête hurle non, nos poumons sont en train de hurler de désespoir, et on a notre corps qui dit oui, quoi. Enfin, entre guillemets, Oui, je crois qu'il y a énormément de femmes qui ont été violées, qui ont vécu ça et qui ont un sentiment de culpabilité énorme à se dire, mais en fait, ça m'a plu, en fait, d'être violée. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir. C'est effectivement fait. quelque chose de mécanique qui peut se produire et qui se produit en fait très couramment. Ouais. Et du coup, dans les relations intimes après, ça c'est très compliqué parce que forcément c'est quelque chose de déclencheur. Si on éprouve du plaisir, ça réveille certaines choses. Oui. Et on peut avoir des images qui se superposent avec le violeur qui vient à la place de notre compagnon ou ce genre de choses, quoi. Ou des reviviscences. Tout à fait, ouais. Donc c'est compliqué. J'aimerais qu'on revienne maintenant à ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est le traitement que vous suivez actuellement et notamment l'hospitalisation que vous avez demandée. Racontez-nous un peu ça. Donc, j'ai la chance d'être accueillie dans une clinique où travaille ma psychiatre qui me suit. Et donc, dans cette clinique, ils font tout un accueil qui est vraiment avec des infirmières et formées au psychotrauma. Où ils savent ce que sont des parties dissociatives et ils savent réagir en fait. Donc ça, c'est déjà si énorme. Certaines parties viennent. Donc ça, c'est super. C'est vraiment une chance. Et donc, j'ai décidé de cette hospitalisation d'1 mois, là, parce que je voulais avancer sur certains points, notamment, par exemple, j'ai un gros blocage. J'avais parlé du viol dans la forêt du moine. Et donc, j'ai des parties dissociatives qui sont phobiques d'aller en forêt et qui se réactivent dès que je sors me promener dehors, où j'ai l'impression vraiment d'être en danger et que je vais être violée ou que je vais mourir là, dans l'instant. Du coup, j'ai énormément de difficultés à sortir me promener et c'est quelque chose qui m'handicape. Je vis dans une région vraiment magnifique avec beaucoup de rivières et des endroits super où je pourrais aller me promener et je suis encore énormément empêchée par ces réactivations-là de cette partie émotionnelle qui peut venir assez régulièrement. Donc, j'ai décidé de prendre ça un peu à bras-le-corps et d'aller dans cette clinique. Et en fait, j'ai pu expérimenter une sortie, une promenade comme ça dans la campagne et à un moment dans la forêt avec une soignante qui m'a accompagnée. Et ma partie dissociative qui a cette terreur-là a pu sortir pendant cette promenade, a pu exprimer sa terreur, a pu exprimer sa douleur. On a réussi à faire en sorte que plusieurs parties soient là avec elle, qu'elle ne soit pas toute seule. Et en fait, à un moment donné, je me suis mise à hurler dans la forêt et à dire « mais maintenant, il est crevé, il est bouffé par les vers » et je me suis mise à hurler ça dans la forêt et à chialer. Et puis voilà, et c'était vraiment un moment de partage entre mes parties dissociatives avec l'aide de cette soignante et ça a été vraiment super. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir que je continue à travailler parce qu'évidemment, il n'y a rien de magique. C'est pas d'un coup que les difficultés vont disparaître. C'était pas une séance chamanique, quoi. Non. D'accord, oui. Et là, effectivement, vous êtes accompagnée par une professionnelle qui connaît les questions de stress post-traumatique et de dissociation. Donc, c'est... Tout à fait. Et une autre chose aussi que je travaille là à la clinique, c'est par exemple qu'ils ont des ateliers d'art-thérapie et j'avais besoin de laisser expérimenter à certaines de mes parties petites qu'elles puissent trouver comment s'amuser, comment jouer, comment passer du bon temps, sans que la partie qui a ce souvenir du dessin et
un autre souvenir dont je n'ai pas parlé, c'est que le gourou, à un moment donné, m'a emmené et m'a dit « Viens, on va faire un jeu ». Et du coup, j'ai une partie dissociative qui, dès que le terme « jeu » est abordé, a le sentiment que je vais mourir et que je vais être violée, en fait, parce que le jeu a été associé au viol. Et dans la clinique, donc, je cherche à changer cette croyance-là et à montrer à cette partie dissociative-là ce que c'est que le jeu. Du coup, depuis quelque temps, je m'éclate avec de l'argile et je patouille ça y cette est partie dissociative. Apprend à faire des sculptures et des trucs. Donc au début, ça a été juste rester quelques minutes, après rester quelques heures. Et puis j'ai d'autres parties qui se sont greffées aussi. Et comme le gourou, après chaque spectacle, il me violait. Du coup, dès que je suis félicitée et que les gens me disent que c'est beau ce que je fais ou alors que c'est chouette et tout ça, j'ai des parties qui se réactivent également. Donc, j'ai dû travailler ça aussi, me dire que non, je suis en sécurité. C'est pas parce que les gens ils disent que ce que je fais c'est chouette ou que c'est beau, c'est pas pour autant que je suis en danger et que je dois fuir. Donc voilà, je travaille plein d'aspects comme ça, des petits trucs de blocage pour réussir à faire évoluer ces parties dissociatives et être plus libre. Ouais, c'est vraiment super de voir que des professionnels formés peuvent permettre ce cadre extrêmement privilégié de se retrouver dans un environnement qui, pour vous, est sécurisant et qui vous permet d'exprimer ce que vous avez exprimé sans avoir peur que ça se retourne contre vous. Ouais. Bon, mine de rien, pour quelqu'un qui a grandi dans une secte et une communauté nouvelle, revivre en groupe, c'est pas évident. Ah ouais. Donc, il y a cet aspect-là aussi tous les autres qui a patients. été compliqué. Le vivre ensemble, qui réactive aussi des choses. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il suffit que je dise les difficultés que je rencontre ou ce que ça me réactive et pourquoi. Et du coup, on trouve des solutions ensemble. Et une chose, par exemple, c'est que le repas du soir, je suis dans ma chambre tranquille en plateau. Et le repas de midi, je mange avec les autres. Mais je mange en fait à la table des soignants. Et donc, du coup, pendant un temps comme ça, j'ai pu avoir cette espèce de sas de sécurité. Et pour... voir que je mange dans une salle où il y a plein de monde, un peu comme ça pouvait être le cas dans la communauté, mais que c'est pas la communauté et que ça peut aussi être chouette, qu'on peut avoir des bons moments. Enfin voilà, il y a quelques points comme ça que je travaille et ce qui est chouette, c'est qu'ils me permettent de décortiquer ces difficultés et puis d'avancer petite étape par petite étape jusqu'à, j'espère, vraiment une libération, mais c'est sur la bonne voie en tout cas. C'est là qu'on voit que vous avez quand même beaucoup de ressources intérieures, parce que l'accompagnement, c'est énorme et les connaissances qu'on a aujourd'hui avec certains traitements de TCC qui sont effectivement très efficaces vis-à-vis des phobies. Mais on voit aussi que vous avez toutes ces ressources en vous, en fait, qui vous permettent, et ça, souvent, les soignants le disent, c'est que oui, on a des techniques d'accompagnement, mais les patients eux-mêmes, ils sont acteurs, en fait, de tout ça. Et c'est sans doute très beau à voir quand on est thérapeute accompagnant, cet épanouissement des personnes qu'on accompagne. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des personnes accompagnantes, que ce soit des professionnels ou que ce soit des personnes de l'entourage, des personnes qui ont un trouble dissociatif de l'identité? Je pense que le plus important, c'est de rester ouvert et d'écouter, d'accueillir la parole de l'autre. Si besoin de nommer correctement les choses, si la personne n'utilise pas les bons termes, si par exemple elle est en train de vous dire qu'elle a eu une relation sexuelle mais que ce qu'elle décrit, c'est pas une relation sexuelle, c'est un viol, de mettre les bons mots, et ça c'est important. Parce que la première prise de conscience pour une victime, c'est d'être d'abord reconnue en tant que victime par l'autre. Et c'est une fois que cette reconnaissance a lieu que petit à petit, on s'intériorise le droit de se voir comme victime d'abord, puis après, comme ayant des droits à pouvoir revendiquer. Donc je pense qu'il est important, c'est aussi quand vous êtes face à une victime ou à une personne avec un trouble dissociatif de l'identité, c'est d'être vigilant à vos propres ressentis. Parce que pour pouvoir avoir une relation avec une personne, ce qui m'aide beaucoup, c'est que la personne soit capable de se rendre compte si, par exemple, elle a un moment de recul ou alors si elle est fatiguée et qu'il est temps maintenant qu'elle aille se ressourcer avant de pouvoir être à nouveau une personne aidante pour moi ou une personne soutenante, que la personne soit à l'écoute d'elle-même, qu'elle ait donc déjà une certaine forme de métacognition de son côté, quoi. Et puis, qu'elle soit capable de nommer ce qu'elle ressent, qu'elle puisse dire, là, il y a un truc qui me gêne, je ressens une boule un peu d'angoisse. Tu me racontes toutes ces choses que tu as vécues, je trouve ça vraiment très difficile et je suis triste que tu aies vécu toutes ces choses-là et il n'avait pas le droit. Enfin voilà, on peut dire ce genre de choses-là et pour soutenir la personne, puis on peut lui dire mais je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour me ressourcer et pour pouvoir revenir vers toi, mais t'inquiète pas, je vais revenir. Donc être vraiment capable de nommer ce qu'on pense et ce qu'on ressent et d'être honnête surtout.
d'être quelqu'un d'assez curieux, de s'informer. Donc si une personne, elle vous dit « j'ai un trouble dissociatif de l'identité », partez pas tout de suite avec vos idées préconçues si vous avez vu Split ou je ne sais trop quoi et à tout de suite dire t'es un tueur en série ou je ne sais quoi. Non, fermez votre bouche et allez lire. Je pense qu'après avoir écouté cette émission, sans doute que les auditeurs et auditrices n'auront plus ce type d'image en tête. Une autre chose aussi, c'est que vous preniez pas pour des super-héros. Parce que ça, c'est un piège. On va avoir des parties émotionnelles qui vont être dans une demande de papa et maman, de sauveur. Et à contrario, on a des parties qui sont très méfiantes de ce lien-là, très méfiantes de la dépendance parce qu'elles ont appris qu'on ne pouvait pas compter sur les autres et tout ça. Donc, soyez vigilants à ne pas vous mettre dans une posture de sauveur ou de sauveuse. En fait, répétez-nous à longueur de temps que... c'est nous, notre propre sauveur et sauveuse. On a réussi à mettre en place un système assez incroyable quand même à l'intérieur de notre tête. Donc, en fait, les ressources, on les a dedans. Et l'aide et le sauveur, il est là, il est avec nous, en fait. Et aidez-nous à voir nos qualités, nos forces et à compter sur nos capacités. Oui, parce que c'est vrai que quand on est accompagnant, on peut assez vite se dire qu'on est indispensable pour cette personne ou qu'on est seul à pouvoir lui dire ce qui est bon pour elle. Et là, effectivement, on quitte l'écoute que vous dites qui est si importante, en fait, et qui est importante pour tout le monde, en réalité. Tout à fait. Et une personne qui a été victime de viol, c'est devenu un peu une poupée de chiffon, en fait, où le violeur va utiliser son corps et puis il va en faire tout ce qu'il veut. Et on a besoin d'être humanisé à nouveau et... On ne peut pas sauver quelqu'un contre son gré. Je pense que les personnes qui ont été confrontées avec des proches qui ont une maladie mentale ou qui ont fait une dépression ou n'importe quoi, ça n'aide pas la personne de lui mettre un coup de pied au derrière et puis de lui dire « Allez, avance, lève-toi et bouge-toi et ça ira mieux ». C'est pas ça qui aide en fait. Il y a un cheminement intérieur et il faut que la personne trouve les ressources en elle pour s'en sortir. Donc on ne peut pas forcer et puis... Si vous vous positionnez comme quelqu'un qui va donner des conseils, qui va nous diriger, on perd notre humanité. On n'est plus aux commandes de notre vie et c'est pas nous qui nous en sortons. Donc ça vous êtes infantilisé. Voilà. Comme on a beaucoup parlé des dérives sectaires, on en revient à la manipulation, on en revient à toute une situation d'emprise qui peut éventuellement se réenclencher. C'est pas le but. Pour s'en sortir, il faut d'autres recettes. On passe à la minute stupide. La minute stupide. La minute stupide. Maïlé, quelle est la chose la plus stupide que vous ayez faite de toute votre vie ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Ça a été très difficile pour moi de choisir. Mais c'est l'épreuve ultime. Oui, compliqué. C'était compliqué pour moi. Je dirais de ne pas avoir parlé à mes grands-parents paternels. J'ai ce regret-là. En fait, mes grands-parents paternels étaient vraiment diabolisés par la secte. Ils ont tout fait, et mon père également a énormément joué là-dessus, pour qu'on se sente étranger à eux et qu'on soit, mes frères et sœurs et moi, très très méfiants envers eux. Du coup, c'est des gens vers qui j'ai jamais essayé de chercher de l'aide. Et avec le recul, je me dis que peut-être j'aurais pu en avoir de leur part. Parce qu'une autre chose importante, c'est que ma cousine procureure a été élevée par eux pendant une partie du temps. D'accord. Et donc, du coup, ils ont joué ce rôle-là pour elle. Ils ont été très protecteurs et très bienveillants. Et maintenant, à l'âge adulte, je me dis, j'ai ce pincement, ce regret de me dire que si j'avais outrepassé les interdictions du gourou de leur parler ou alors les colères de mon père et puis sa vision très négative de ses propres parents, si je leur avais parlé, peut-être que ça aurait pu m'éviter bien des choses. Mais vous aviez eu l'idée de faire ça ? Non. Vous étiez... Non, il y avait un tel bourrage de crâne pour que je me méfie d'eux que c'était des étrangers pour nous. Ouais, c'était pas si stupide que ça finalement. Non. Ça vous aurait épargné beaucoup d'années de violence, de viol, de mariage arrangé, de beaucoup de choses sûrement. Merci beaucoup Maïlé. Merci à vous. Pour aller plus loin, vous trouverez de nombreuses ressources sur la page dédiée à l'émission sur metadechoc.fr. Cette série a vu le jour grâce à celles et ceux qui soutiennent ce podcast indépendant, gratuit
et sans publicité par leurs dons ponctuels ou mensuels. Si vous aussi vous voulez contribuer à la diffusion de la pensée critique appliquée à soi, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. Maintenant, vous vous demandez sans doute à quelle sauce votre cerveau affamé va être mangé dans les prochaines semaines. Méta de choc revient début janvier avec des nouvelles fracassantes, mais je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine série Shocking sera consacrée à la communication non violente. Dois-je vous avertir que ça va gratter ? Ou vous vous en doutez ? À très bientôt donc, et que les derniers jours de l'année vous soient doux. Pensez à y prendre le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.